Bonjour tout le monde, je vous retrouve avec joie pour cette nouvelle vidéo intitulée L'examen clinique rapide, complet, méthodologie. Dans cette vidéo, je vais vous proposer une méthode pour interroger, examiner vos patients appareil par appareil, assez rapidement. J'ai intitulé ça méthodologie parce que je vais vous proposer une méthode et je ne vais pas vous donner de la sémiologie que vous pourrez retrouver dans d'autres ressources. Donc je vais vous proposer en pratique pour les externes, voire les internes, les médecins un peu plus confirmés, une méthode pour examiner les patients entièrement, pour ne rien oublier. Je pense notamment et particulièrement à ceux qui vont commencer des gardes, qui vont devoir examiner des gens aux urgences, sans rien oublier, à ceux d'entre vous qui vont se retrouver dans des stages hospitaliers, qui vont être peut-être stressés, peut-être débordés, peut-être mis sous pression, par des tableaux cliniques que vous comprendrez mal, par des chefs peut-être un peu trop exigeants à votre égard. Donc je fais cette vidéo parce que j'aurais aimé en disposer quand moi j'étais à votre place, donc j'espère que ça va vous servir. L'examen clinique rapide, complet, méthodologie. Tout d'abord, on trouve ce que l'on cherche et on cherche ce que l'on connaît. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque fois que vous allez dans votre examen physique, réaliser un geste, par exemple poser une main sur un abdomen, ça doit absolument être motivé par une recherche particulière. Je veux dire par là que quand vous allez poser votre main sur le ventre, ça va être par exemple parce que vous allez rechercher à palper un foie. Vous allez rechercher à palper ses bords. Vous allez rechercher à palper un volume du foie qui serait anormal. Et tout ça, ça doit être conscientisé. A l'inverse, je pense à ceux qui poseraient une main sur l'abdomen, au petit bonheur la chance, en essayant de papouiller un ventre et d'essayer de trouver ce qu'il y a dessous. Vous voyez bien que quand on ne cherche rien, en général, on ne trouve rien. Et donc on cherche ce que l'on connaît parce que tout ça, évidemment, ça s'adosse sur des bases médicales qui doivent être le plus solides possible. Il faut avoir un background très important, les connaissances médicales les plus grandes possibles, parce qu'une fois que vous les avez, eh bien, vous pouvez, lors de votre interrogatoire et votre examen clinique, trouver ce que vous cherchez, les signes que vous cherchez. C'est capital. Évidemment, il peut se poser la question d'un examen clinique qu'on réalise où on n'a aucune idée. Ça doit être un cas assez exceptionnel et on va quand même pouvoir le réaliser. Donc, tout examen clinique commence, vous le savez, par un interrogatoire qu'on va détailler. Tout d'abord, le motif. Le motif d'examen, c'est ce qui vient en premier lieu, c'est ce qui est marqué dans le motif des urgences ou en consultation, quand la secrétaire prend le rendez-vous. En général, c'est ce qu'on voit en premier. Le motif, c'est vraiment ce qui va nous orienter dans cet examen. Je vais passer brièvement dessus parce que c'est quand même quelque chose qui est assez connu. Vient après le motif le terrain. Ce que j'appelle le terrain, c'est l'âge du patient, son identité, sa profession, ses activités. C'est tout ce qui va nous permettre de cadrer un peu plus notre prise en charge. Vous pensez bien qu'une douleur abdominale d'une jeune femme de 14 ans ne sera pas du tout pris en charge de la même façon qu'une douleur abdominale d'un patient de 75 ans retraité. On va penser à plein d'autres diagnostics dans ces deux cas différents. De même, on va renseigner la profession des gens, leur activité, par exemple s'ils font beaucoup de sport, un sport particulier, leurs loisirs, etc. etc. Donc c'est une étape importante de l'interrogatoire qu'il faut bien passer et dans l'ordre. Toutes les étapes que je vous décris, je pense que c'est préférable de les faire dans l'ordre. Le motif d'abord, le terrain ensuite, et évidemment, on passe sur les antécédents. Les antécédents, ils sont personnels, ils sont ceux du patient, et ils sont aussi familiaux, ceux de sa famille. Alors évidemment, on ne va pas s'étendre jusqu'au cousin au 4e degré, mais au moins savoir grossièrement à ce stade si il y a des décès précoces, des maladies génétiques dans la fratrie ou chez les parents. Et évidemment, tous les antécédents personnels du patient, c'est-à-dire tous ces antécédents médicaux, toutes ces maladies, et chirurgicaux, toutes les opérations qu'il a eues. Il faut être le plus exhaustif possible et lui poser des questions ouvertes pour tout consigner. Donc les antécédents, c'est capital parce que vous savez bien que quand on a un antécédent de cancer, par exemple, notre examen clinique, il va être plutôt orienté vers la recherche de complications, de récidives,
de problèmes iatrogènes dus à cet éventuel cancer. Les antécédents, capital. Ensuite, après le motif, le terrain, les antécédents, les traitements, ça c'est quelque chose de majeur, de cardinal. Il faut récolter tous les traitements de son patient, absolument toutes ses ordonnances. Quand vous êtes le médecin traitant, c'est évidemment beaucoup plus facile parce que c'est vous qui écrivez 90% de ces ordonnances. Mais quand vous êtes, par exemple, qu'un médecin de garde, un médecin de SOS médecin, que vous examinez quelqu'un que vous connaissez mal, il faut impérativement récolter tous ces traitements. On va veiller à récolter ces ordonnances de tous ces spécialistes qui s'occupent de lui, les ordonnances du cardiologue, du pneumologue et évidemment du médecin traitant. Ça c'est capital, il faut tous les récolter à la bonne posologie, à la bonne fréquence. Ensuite, après les traitements, on vient évidemment à l'histoire de la maladie. C'est très important. Alors, cette histoire, elle peut être très courte. Si le patient vient de se casser la jambe le matin même et que vous voyez son tibia tordu, bon, a priori, la prise en charge elle va être assez vite. Par contre, si c'est une histoire de douleur qui évolue depuis quelques années, eh ben, il faut s'y atteler. Il faut prendre le temps de questionner l'histoire de cette douleur. Quand est-ce qu'elle a commencé? À quel siège? Quelle intensité? Quel est le type de cette douleur? Est-ce qu'elle est exacerbée par telle position? Est-ce qu'elle est calmée par tel médicament? Quel est son horaire? Est-ce qu'elle est mécanique? Est-ce qu'elle est inflammatoire? Est-ce qu'elle est aiguë? Est-ce qu'elle est chronique? Est-ce qu'il y a des choses qui la déclenchent? Etc. etc. C'est très important parce que c'est vraiment, à mon avis, à ce stade, qu'on peut faire déjà un diagnostic. C'est une étape très précieuse et il faut savoir écouter son patient, le questionner activement pour qu'on comprenne l'histoire de sa maladie et de son motif de consultation. Ensuite viennent les facteurs de risque. Les facteurs de risque, évidemment, ce sont les facteurs de risque cardiovasculaires qui font le lit de l'athérome et des maladies cardiovasculaires qu'on va rechercher, l'obésité, le diabète, l'hypertension, la sédentarité, vous connaissez tout ça. On va rechercher l'exposition à des toxiques. Est-ce que le patient fume? Est-ce que le patient se drogue? Est-ce que le patient est exposé professionnellement à des toxiques particuliers, à de l'amiante, à des toxiques respiratoires, à des toxiques cutanés? Donc on va essayer à ce stade-là de récolter toutes ces informations. On va récolter évidemment les allergies. Les allergies, elles sont d'abord médicamenteuses, ça c'est capital, parce que c'est les plus fréquentes et dont les conséquences peuvent être les plus graves. On pense évidemment aux allergiques aux antibiotiques. Quand vous êtes en hospitalisation, il est impératif de récolter cette information parce que si votre patient est hospitalisé et qu'il a besoin d'amoxicilline pour une pneumopathie ou que sais-je, eh bien, vous pourrez être très embêté si vous n'avez pas renseigné au préalable ces allergies médicamenteuses. Elles sont également alimentaires, respiratoires, cutanées. Il faut savoir si le patient a des allergies au pollen, aux graminées, des problèmes de peau, que sais-je. C'est intéressant. C'est peut-être pas ce qui prend le plus de temps, mais on y passe toujours sur cette case-là. Après les allergies, quelque chose qu'on oublie très fréquemment et qui à mon sens est très important, ce sont les signes fonctionnels, positifs et négatifs. C'est-à-dire, on a récolté les signes dont se plaignait le patient normalement, à ce stade-là de l'interrogatoire. Et maintenant, une fois qu'on arrive à la fin de l'interrogatoire, il faut relever ce dont le patient ne se plaint pas spontanément. J'entends par là que quand un patient arrive pour une fracture, ça prend pas longtemps. Mais si un patient arrive pour une symptomatologie polyorgane depuis plusieurs années, il faut s'y atteler. Je vous donne un exemple. Un patient qui vient pour des symptômes assez peu spécifiques comme des bouffées de chaleur, un amaigrissement, une certaine tension nerveuse, neuropsychique, eh ben, le fait de lui demander si son transit est correct, par exemple s'il a de la diarrhée, ça peut nous orienter par exemple vers des symptômes d'hyperthyroïdie. Le patient ne va pas rapporter la diarrhée spontanément, mais il faut aller lui demander. Parce qu'il ne pense pas à ce stade-là que rapporter sa diarrhée chronique c'est important. Mais si on ne le cherche pas, on ne va jamais le trouver. Donc pour récolter les signes fonctionnels, moi, je procède comme je procède pour l'examen physique qu'on va détailler tout à l'heure, c'est de la tête aux pieds. Je balaye tous les appareils de la tête aux pieds et je demande des signes de ces appareils, positifs ou négatifs. Est-ce que le patient s'en plaint ou ne s'en plaint pas?
même s'il ne m'en parle pas spontanément. L'interrogatoire est fini. À ce stade-là, dans 3 cas sur 4, on a déjà le diagnostic. Et on va passer évidemment à l'examen physique. L'examen physique, il se débute tout d'abord par les constantes. Vous les connaissez, fréquence cardiaque, tension artérielle, saturation, la température, très important, et évidemment le poids, qu'on oublie beaucoup, mais qui est majeur. C'est pourtant un signe cardinal de beaucoup de pathologies. Une fois qu'on a renseigné ces constantes, on peut déjà éliminer ou pas un problème hémodynamique grave. Une fois qu'on l'a éliminé ou qu'on a traité ce qu'on devait traiter, eh ben on passe à l'examen physique appareil par appareil, de la tête aux pieds. Les appareils que je vais vous décrire, ils sont là, ils sont dans l'ordre, en tout cas c'est mon ordre, mais évidemment moi je vous invite à le faire dans l'ordre que vous préférez. On va commencer par 4 systèmes un peu généraux: hydratation, nutrition, infectio, système lymphatique, psychologie, psychiatrie, appareil locomoteur et dermatologie. Vous pouvez voir d'ailleurs que l'acronyme de tout ça c'est HIPAD, HIPAD, on peut s'en souvenir comme ça. Et après, on va détailler anatomiquement en démarrant de la tête, la neurologie, le cerveau, ORL, etc. Et on va descendre progressivement pour examiner notre patient de la tête aux pieds. Il faut savoir que en détaillant ces appareils de la tête aux pieds, on va rentrer dans une sémiologie particulière. Quand on va détailler l'appareil cardiovasculaire, on va rentrer dans la sémiologie cardiovasculaire qui est propre, avec l'inspection, palpation, auscultation, d'éventuelles manipulations. Je ne vais pas vous détailler ça dans cette vidéo, mais pour chaque appareil, je vous renvoie aux ressources, à vos manuels de sémiologie, à des vidéos YouTube, que sais-je, ce que vous voulez. Mais chaque appareil répond à une sémiologie qui lui est propre. La sémiologie pneumologique n'est pas du tout la même, vous le savez bien, que la sémiologie urologique. Et donc pour chaque appareil, comme à l'interrogatoire, on va rechercher les signes positifs et les signes négatifs. Si les signes ne sont pas présents, il faut le consigner, l'avoir à l'esprit pour passer à autre chose. Le fait de ne pas avoir un trouble du rythme, c'est déjà une belle information qu'il faut consigner. Donc on y va, dans un examen clinique complet, de la tête aux pieds, mais qui doit être spécifique et fiable. C'est-à-dire que si vous voulez être complet, vous balayez tout de la tête aux pieds. Quand vous voyez que l'examen neurologique est normal, on passe à autre chose, à l'ophtalmo, on passe à l'ORL, bam bam bam. Si c'est normal, ça dure 2 minutes. On recherche quelques signes, on voit que c'est normal, ça dure 2 minutes, on peut examiner quelqu'un de la tête aux pieds en 10 minutes. Par contre, si on veut être bon, spécifique, fiable, dès qu'on voit une anomalie, il faut s'y arrêter. Et on peut y passer du temps. Si vous arrivez à l'appareil cardiovasculaire et que vous constatez un souffle, une valvulopathie, et bien là, on se met en alerte. Et puis, on va passer plus de temps dans l'examen cardiovasculaire pour être le plus spécifique possible. Et après, on redémarrera dans l'ordre tous les appareils de la tête aux pieds, mais on se sera attaché à relever les choses les plus importantes, a priori l'examen cardiovasculaire pour ce patient-là. Donc on peut être très rapide quand c'est normal, mais quand c'est anormal, on prend le temps de s'y arrêter et on détaille tout un examen clinique spécifique d'un appareil quand on en a besoin. Donc vous voyez un petit peu, ça dépend du contexte dans lequel vous êtes. Si vous êtes en consultation de médecine générale, que le patient vient pour une rhinite, si vous avez envie de lui faire un examen complet, tant mieux, vous pouvez le faire, évidemment, c'est toujours conseillé, mais vous allez plutôt vous orienter vers l'appareil ORL dans ce cas-là. Et on vous en voudra pas de ne pas lui palper le ventre, forcément, etc. Par contre, si vous êtes interniste dans un service hospitalier et que vous recevez quelqu'un qui souffre depuis 10 ans de ces douleurs abdominales, et bien là, vous allez le faire de la tête aux pieds, ça va vous prendre beaucoup plus de temps et vous allez peut-être rechercher des choses beaucoup plus spécifiques. Donc on peut être très diffus si on est en urgence, si on est de garde, si on a un symptôme qui est assez banal, ou on peut être très spécifique d'un appareil quand on est spécialiste ou pas, ou quand on a envie de se concentrer sur un appareil particulier. Alors on y va. Moi je commence par l'hydratation. L'hydratation, évidemment, le signe cardinal c'est le poids, la perte de poids, la soif. On va rechercher les signes de déshydratation ou au contraire les signes d'hyperhydratation, intra, extracellulaire, etc.
Je passe rapidement, on vient à la nutrition, pareil, le symptôme c'est le cardinal, c'est quand même le gain de poids. On peut faire les examens de MNA, etc. Donc hydratation, nutrition. Ensuite, on passe à l'infectiologie, au système lymphatique. On va ouvrir la case de l'infectiologie, c'est-à-dire la case des voyages, des animaux, du comptage, des vaccins, de l'entourage, des infections sexuellement transmissibles, des vaccins, etc. On va s'attacher à rechercher des signes spécifiques de cet appareil-là. Et j'ai mis le système lymphatique pour qu'à ce stade, on palpe toutes les aires lymphatiques. Celles cervicaux, du cou, axillaire, inguinal, celles des membres. À ce stade-là, on en est là. On arrive ensuite à la psychologie et la psychiatrie. Alors certes, il y a peu de signes physiques, mais ça permet quand même d'y penser. On va rechercher tous les items qu'on connaît de psychiatrie, les troubles de la personnalité, les symptomatologies dépressives, anxieuses, les troubles schizophréniques, les troubles de l'humeur, les troubles bipolaires, etc., etc. On arrive à l'appareil locomoteur. Moi, je fais de la tête aux pieds, le crâne, les exercices claviculaires, les membres, le rachis, etc., etc. Et pour chaque articulation, on fait une inspection, une palpation, on manipule à rechercher les signes spécifiques et à chaque fois on se pose la question de la structure anatomique qui est atteinte. Quand on examine par exemple une épaule, on va se poser la question de l'os, de l'articulation, du cartilage, de la capsule, de la synoviale, des muscles, des tendons, des anthèses, des bourses, des espaces de glissement. Et pour tester toutes ces structures anatomiques, on a des examens physiques, des testings physiques qui vont permettre de mettre en évidence telle ou telle atteinte. Il y a des dizaines de testings cliniques par articulation. Pour une épaule, il doit y en avoir une trentaine. Donc à chaque fois, il faut avoir la notion de l'anatomie parce qu'on va trouver que ce que l'on va chercher. Le diagnostic de capsulite, l'atteinte de la capsule gléno-humérale, il peut se poser une fois qu'on l'a cherché attentivement, parce que c'est qu'un examen difficile, un diagnostic difficile. Donc l'appareil locomoteur, de la tête aux pieds, des membres, à la recherche d'une atteinte de l'appareil moteur. La dermatologie, c'est pour ça que c'est bien d'examiner un patient en sous-vêtements. On va regarder toute sa peau, son crâne, son cuir chevelu derrière les oreilles, la face, le thorax, le ventre, les jambes, etc. à la recherche d'un point d'appel. On arrive à la neurologie, c'est un vaste morceau. Classiquement, je le décompose en deux parties, l'examen neurologique du système nerveux central. Je vais rechercher les grandes fonctions, c'est-à-dire les syndromes confusionnels ou démentiels, avec le score de Glasgow. Puis, je passe aux grands syndromes neurologiques, le syndrome frontal, le syndrome d'hypertension intracrânienne, le syndrome méningé, le syndrome pyramidal, cérébelleux, vestibulaire, pseudobulbaire, etc. Vous connaissez tout ça. Et ensuite, moi, j'examine la marche, très important, et les manœuvres de Romberg, membre supérieur, membre inférieur. Une fois qu'on a examiné le système nerveux central, on va passer au système nerveux périphérique. On examine d'abord les paires crâniennes, les 12 paires crâniennes. Ensuite, j'examine les membres à la recherche d'une motricité, de sensibilité, des réflexes, d'éventuelles douleurs, de troubles trophiques. On peut faire ça selon le point d'appel de la tête aux pieds. Vous savez qu'il y a des métamères de la tête aux pieds. Et ensuite, pour finir, je me posais la question des sphincters. Est-ce qu'il y a des insuffisances sphinctériennes qui nous orienteraient, par exemple, vers des syndromes de la queue de cheval, des syndromes de la moelle épinière, etc. Donc neurologie parce que c'est le cerveau. Ensuite, on descend. ORL, stomatologie, ophtalmologie. ORL, toute la sémiologie des oreilles, avec éventuellement un examen otoscopique, des conduits auditifs, du tympan. Le nez, toute la symptomatologie de la rhinorrhée, de la rhinite, de l'obstruction, etc. La stomatologie, un examen endobuccal, on fait au moins ouvrir la bouche et tirer la langue à son patient, ne serait-ce que parce que c'est le siège de beaucoup de maladies immunitaires chroniques. Donc ça peut être très intéressant, on regarde l'état des dents, des gencives, de la langue, du voile du palais, etc. Encore une fois, on s'y arrête s'il y a un point d'appel, sinon on passe vite. Et puis évidemment, l'ophtalmologie, on regarde s'il y a une baisse d'acuité visuelle, s'il y a un œil rouge, un œil douloureux, etc. Ensuite, on descend, on palpe le cou, on revient sur les aires ganglionnaires. Endocrinologie, parce qu'on palpe la thyroïde ici.
on regarde si elle n'est pas trop grosse, on peut faire déglutir le patient. Quand on arrive à ce stade, moi je pense à toutes les glandes endocrinologiques, donc je pense à la thyroïde, je pense à l'axe gonadotrope, à l'axe thyréotrope, à l'axe lactotrope, à l'axe somatotrope. On pense aux pathologies des surrénales avec les maladies d'Addison, etc. On va chercher ces signes. On pense au pancréas, au diabète. Dans l'endocrinologie, on pense à l'hypertension artérielle, aux dyslipidémies. Donc on palpe, j'en profite pour palper la thyroïde et j'en profite pour penser à tous ces appareils, à toutes ces glandes endocrines. Ensuite, on descend endocrinologie, on arrive sur le cœur, la cardiologie, avec évidemment l'auscultation qui est quand même l'examen maître. L'auscultation, on va chercher une atteinte cardiovasculaire, on va se poser la question de la structure anatomique en cause. Est-ce que ce sont les valves? Est-ce que c'est le myocarde? Est-ce que c'est le péricarde avec des signes de tamponnade, de péricardite? Est-ce que ce sont les gros vaisseaux? Est-ce que c'est le tissu conductif avec des troubles de la conduction? Est-ce que c'est le tissu rythmique avec des troubles du rythme? Tout ça, ça se dépiste par une sémiologie cardiovasculaire spécifique. On en profite pour palper les pouls, s'il y a besoin, de tous les membres, tension artérielle aux deux membres, etc. Nous arrivons ensuite à la pneumologie. L'examen maître, c'est évidemment l'auscultation pneumologique de tous les champs pulmonaires des deux côtés derrière, mais également devant, je vous le rappelle, c'est important, parce que les pneumopathies antérieures, on peut les dépister que avec une auscultation antérieure. Donc on va ausculter ce poumon, on peut évidemment le palper pour dépister un éventuel épanchement pleural, aérique ou liquidien. Et on va toujours se poser la question de l'atteinte anatomique. Est-ce que c'est la trachée? Est-ce que c'est les bronches? Est-ce que c'est les bronchioles? Est-ce que c'est les alvéoles? Est-ce que c'est les tissus interstitiels avec toutes les pneumopathies interstitielles? Est-ce que c'est le tissu de soutien? Est-ce que c'est la plèvre? Vous commencez à comprendre, il faut toujours à ce stade se poser la question des structures anatomiques. Est-ce que ce qui se passe sous ma main, sous mon stéthoscope, est en bon état? On va passer à l'hépato-gastro-entérologie parce qu'on arrive dans l'hypocondre droit, donc je palpe le foie. On va se poser les questions et des signes d'insuffisance hépatique, aiguë chronique, les angiomes stellaires, etc. On va palper le foie, est-ce qu'il n'est pas trop gros? On va penser à la vésicule biliaire, est-ce qu'il y a des signes biliaires de cholécystite? Est-ce qu'il y a des signes d'ictère, des signes d'angiocolite, des signes de colique hépatique, etc. Ensuite, on arrive ici à l'estomac, ce qui me vient à examiner tout le tube digestif. Alors là, on l'imagine de la bouche à l'anus. On va penser à la bouche, à l'œsophage, à l'estomac, au duodénum, jéjunum, iléon, au cécum, à tout le côlon. On va se poser la question d'éventuelles hématémèses, d'éventuelles rectorragies, d'éventuelles mélénas. On va actuellement faire un toucher rectal à ce stade. On va palper le ventre, on va inspecter, on va se poser la question des signes présents et absents de cet appareil hépato-gastro-entérologique avec le tube digestif creux. On arrive ensuite hypocondre gauche à la rate, on palpe la rate évidemment, on regarde son volume et on se pose la question des maladies hématologiques. Est-ce qu'il y a une pathologie des globules rouges, des globules blancs, des lymphocytes et des plaquettes? On va rechercher des signes d'anémie, des signes de syndrome tumoral, de myélodysplasie, de myélome, etc. Ensuite, donc, on a fait tout les régions du haut de l'abdomen. On arrive aux reins, on palpe les reins. On va se poser la question des signes d'insuffisance rénale aiguë chronique. Est-ce qu'il y a des œdèmes? Est-ce qu'il y a de la tension? Est-ce qu'il y a de la protéinurie à la bandelette? Et puis, encore une fois, on va se poser la question de l'atteinte. Est-ce que c'est le glomérule? Est-ce que c'est le tube proximal, l'anse de Henle, le tube distal, le tubule collecteur? Est-ce que ce sont les vaisseaux, etc. On arrive à l'urologie. Là, on pense à l'urètre, la vessie, l'urètre, chez l'homme et chez la femme. Ça, c'est un appareil commun. On va rechercher les signes de lithiase, les signes d'hématurie, les signes d'infection, etc. On arrive à l'appareil génital de l'homme. Alors moi, je fais anatomiquement, je commence par en bas et je remonte. On pense au scrotum, aux testicules, à tout l'épididyme, au canal déférent, aux vésicules séminales, à la prostate, à l'urètre et au pénis. Toutes ces structures anatomiques ont des signes et des pathologies propres. Donc il faut y penser, il faut examiner, il faut palper, il faut poser des questions. L'appareil génital de la femme,
Toujours pareil, on pense aux lèvres, au vagin, au col de l'utérus, à l'endomètre, au myomètre, aux ovaires. Euh, et évidemment, là-dedans, on met toute la gynécologie et l'obstétrique. S'il y a une suspicion de grossesse, on ouvre tout le champ de l'obstétrique. Je finis cet examen physique par un focus sur les membres, parce que souvent on les oublie. Et je finis en examinant les membres, en regardant les mobilités d'éventuelles raideurs. On regarde les mains, qui sont très très informatives cliniquement, les mains. Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes de peau, de trophicité, des problèmes d'ongles qui pourraient orienter vers une pathologie inflammatoire. Et puis on fait pareil pour les membres inférieurs. Voilà, encore une fois, un examen clinique complet, il peut se faire en même pas 10 minutes quand tout est normal. Par contre, quand il y a un point d'appel, je crois qu'il faut être très vigilant pour s'y pencher et s'y accorder le temps. Cette vidéo est finie. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me le faire savoir. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte YouTube, à ma chaîne Instagram. Je vous dis à bientôt et puis bon courage. Salut!